Mesdames, Messieurs, fidèles de Bénin TV, voici votre rendez-vous d'actualité, le 20h. En voici tout de suite les titres. Dernière ligne droite pour les candidats admissibles au baccalauréat 2025 au Bénin. Ultime phase avec les épreuves sportives et facultatives. La session de remplacement a démarré aussi pour ceux qui ont raté l'écrit pour des cas de force majeure. Il a du talent, mais il est lapidaire, ainsi qualifié pour ses doigts magiques qui façonnent et taillent des pierres. Rencontre avec José Bewa dans ce journal, l'artiste qui donne de la grâce à des matériaux rustres et rugueux. Tristesse au Nigeria qui va inhumer son ancien président Muhammadu Buhari demain 15 juillet dans sa ville natale. Au Cameroun, pari présidentiel sur l'avenir. Paul Biya est candidat après 42 ans de pouvoir. La France a célébré de son côté ce 14 juillet sa fête nationale avec le défilé d'une armée prête au combat. À nouveau, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec ce journal que nous démarrons avec une annonce, celle de la visite demain, mardi 15 juillet, du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye au Bénin. Il va fouler le sol béninois. Pour une visite officielle, ce déplacement s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations entre Dakar et Cotonou. Plusieurs sujets sont inscrits à l'agenda. Vivement demain. Je vous le promettais en titre. Avant la rencontre politique au sommet demain entre Talon et Bassirou Diomaye Faye, nous vous proposons en attendant une rencontre avec la grâce d'un artiste aux doigts magiques. Son talent lui vaut d'être qualifié de lapidaire. Rien de péjoratif, ainsi désigné, juste parce qu'il façonne et taille des pierres. Françoise Insou et Patrick Diossou nous emmènent dans l'univers atypique de José Bewa. Une scie circulaire, l'outil idéal pour réaliser facilement et rapidement des coupes et des découpes dans la pierre. Bienvenue chez un tailleur de pierre, bien accoutré, avec cloué sur le visage un masque de protection, vissé sur le crâne une casquette et plaqué du torse aux chevilles une salopette, un vêtement tout en un, conçu pour couvrir et protéger le corps. Quand j'étais sur les bancs, je regardais les livres. Je lisais sur les grands artistes internationaux et je vois les Michel Ange et les grands artistes comme ça. Je regardais leurs œuvres. Ces personnes ont été mon repère. J'ai dit, mais c'est des êtres humains et j'ai un génie en moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé par faire mes recherches sur les pierres que nous avons. Chemin faisant, j'ai commencé par faire des découvertes pour commencer par améliorer mes réalisations. Et aujourd'hui, j'arrive à sortir quelque chose de potable dans la pierre. José a osé doser son art par l'artisanat et poser des repères sur la pierre. J'ai le thème et à base de ça, je prends la pierre adéquate. Je choisis la matière adéquate à ce que je veux faire. Et si c'est des personnages, je fais le dessin, je fais le dégrossissement, je commence par donner la forme jusqu'à ce que je vais à la finition. Du latin lapis, signifiant pierre, le mot lapidaire désigne toute personne qui façonne et taille des pierres, que ces pierres soient précieuses ou non. Des pierres taillées dans le but d'orner des objets d'art ou des pierres taillées qui sont elles-mêmes déjà des objets d'art. Et c'est là la force de la pierre. Les pierres ont déjà leur design naturellement. Ce n'est pas qu'on met de la peinture. Je n'ai jamais mis de la peinture sur des pierres. Les pierres ont déjà leur beauté. Et à force de travailler au degré de polissage, vous allez voir les designs sortent eux-mêmes. Je fais le projet jusqu'à un degré où ça commence pas à scintiller. On rencontre même des filons d'or dans les pierres. Toute pierre est donc précieuse. José Bewa, lui, est un lapidaire qui taille des pierres qu'il rend précieuses par ses mains d'artisan et ses doigts d'artiste. Le lapidaire qui ne jette pas la pierre, mais qui l'ennoblit. Alors maintenant, loin du stress des villes pour un bain culturel à Kolo-Kondé, vous ne le connaissez pas, c'est l'un des 12 arrondissements de la commune de Djougou. Là-bas, la fraternité et la culture sont en fête. Quel est le modèle de vivre ensemble des Kolo-Kondéens et Kondéennes? Suivons ici Giscard Akovi et Abdoulaye Moumouni Yakoubou pour le dépaysement festif.
L'arrondissement de Kolokondé dans la commune de Djougou célèbre la cohésion sociale à travers cette fête de la fraternité et des cultures. Cette rencontre dévoile la richesse culturelle de cette localité cosmopolite. Moment d'unité, de célébration et d'identité partagée. Cette fête n'est pas qu'un événement festif. Elle est l'incarnation vivante de notre engagement commun pour la paix, le vivre ensemble et le respect des différences. C'est notre richesse, notre diversité, une population soudée, une population dans laquelle la fraternité est cultivée et est vécue tous les jours. Aujourd'hui, nous voulons associer la culture, qui est notre base, notre racine. Des groupes de danse et de musique traditionnelle font des démonstrations. Au-delà de la célébration du vivre ensemble pacifique, les autorités expriment leur gratitude au gouvernement. À Kolokondé, le vivre ensemble est établi et consolidé. Nous qui avons quitté Djougou, nous avons vu la route. Nous sommes très sûrs qu'avec cette route, Kolokondé va connaître une mutation très positive. Vous savez, le chef de l'État, Patrice Talon, parle beaucoup de cohésion sociale. Je voudrais vraiment me réjouir parce que la mobilisation, elle est non seulement forte, elle est de plusieurs couleurs. Mais aujourd'hui, on est heureux de parcourir quelques kilomètres au moins et de voir qu'on est sur du bitume. Ce sont des engagements du président Patrice Talon qui sont en train d'être réalisés. Depuis 1960, cette voie n'a jamais été bitumée. Aujourd'hui, c'est déjà en train d'être fait. Kolokondé est très reconnaissant. Djougou est très reconnaissant pour les travaux de modernisation. La fête de la fraternité et des cultures offre enfin une aubaine de renforcement du brassage entre les communautés de Kolokondé et les autres localités de la Donga. Kolokondé, le beau tableau artistique et humain. Baccalauréat 2025. Après l'écrit, voici les épreuves ultimes. Il s'agit des épreuves sportives qui ont démarré ce lundi matin sur toute l'étendue du territoire national. À Cotonou, c'est au Collège d'enseignement général Sainte-Rita que le directeur général de l'Office du bac a donné le top. Le président des épreuves physiques et sportives de ce centre donne des détails sur le déroulement. Il s'est confié à Victorine Bondé et on cesse là savamment pour nous. Faites tout dans les règles de l'art. Le centre de CG Sainte-Rita reçoit les 1398 candidats admissibles. Sainte-Rita accueille les candidats qui ont fait les sciences techniques. Nous avons plusieurs activités physiques, sportives, APS. Et le tirage qui a été fait, c'est 3 activités qui ont été choisies pour cette année. Il s'agit du lancer de poids, de la gymnastique au sol et du saut en hauteur. Pour ce qui concerne l'évaluation proprement dite, en ce qui concerne le saut en hauteur, chaque candidat, tout à l'heure, aura droit à 2 essais. Au lancer de poids, les filles doivent lancer un poids de 4 kg et les hommes lanceront un poids de 5 kg. Et les candidats admissibles à l'écrit ont planché sur les épreuves facultatives. L'une de nos équipes a sillonné quelques centres de Cotonou pour le constat. Hilaire Kodjo, Mayeno Yankou. Dernière ligne droite avant la seconde délibération. À Cotonou, l'heure est aux épreuves orales facultatives et à l'éducation physique et sportive pour les candidats encore en lice. 5 centres du littoral accueillent ces épreuves. Le CEG Sainte-Rita, le CEG Nokoué, le Collège catholique Père-au-Pierre, le CEG Segbeya et le CEG Begama. Il y a 3 épreuves. La gymnastique qui se fait au sol. Nous avons la longueur et enfin nous avons le lancer de javelot. Les candidats que nous avions reçus ce matin ont été vraiment excellents. Ils battent déjà des records, vous voyez. Les filles, il y en a parmi elles qui ont fait 1m25, 1m30. Il y a même une performance au niveau de la hauteur que j'ai constaté 1m50. Je dis mais ça c'est bien. Particularité, seul le CEG Begama concentre les oraux facultatifs. Ici, les candidats ont le choix entre l'économie familiale et sociale, les langues nationales, le dessin et la musique. Je suis toujours en train de faire l'épreuve de musique là actuellement. J'ai fait les questions, les réponses aux questions et la dictée musicale. Là, il ne me reste plus que le déchiffrage et l'interprétation. Tout a été abordable. Cette année, il n'est pas trop
compliquer les choses comme je m'attendais à ce qu'il fasse ça en musique. C'est vrai que je suis une candidate libre, mais avec mes frères, les contacts avec d'autres élèves en classe de terminale, j'ai pu prendre connaissance des différentes disciplines à faire. Ces épreuves se poursuivent jusqu'au mardi 16 juillet. La seconde délibération, quant à elle, est attendue dès le lendemain, mercredi 16 juillet 2025. Un ultime verdict pour ces milliers de jeunes en quête du précieux sésame. Et voyons dans d'autres contrées du Bénin comment se sont déroulées les dernières épreuves de la phase ultime du baccalauréat. Dans le Zou, près de 4000 candidats sont accueillis dans 3 centres. Le superviseur général des centres de composition du Zou et des collines, François-Xavier Fifatin, revient sur la préparation, la répartition plutôt, des épreuves. Il s'est confié à Pierrette Adin-Yossi et Canel Capot. Nous avons 2 épreuves cette journée, voire même 3. Nous avons les épreuves facultatives, c'est musique et dessin. Il y a une partie qui s'est déjà passée le samedi, la deuxième partie se passe ce matin. Et parallèlement, nous avons les épreuves sportives. Depuis 7 heures, nous sommes en train de les organiser pour que tout se passe à merveille. Ici, nous avons les candidats du Zou. Les candidats de collines sont répartis aussi dans des établissements, dans des centres qui sont dans les collines comme Savet, Dassa, Glazoué, Savalou. Le candidat du Zou, c'est CG2 Abomey, le LITEB, le lycée technique de Boycon et le CG1 Covet. Particulièrement pour cette année, compte tenu de l'effectif assez important, nous avons sur le champ créé un centre que je vais appeler annexe. Et nous allons exploiter le terrain de CG1 Boycon pour prendre une partie du LITEB. Et c'est ce message fort que nous sommes en train de passer pour que certains jurys soient détachés pour aller faire les épreuves sportives au CG1 Boycon. Le message est passé. Pour ceux qui ont raté en revanche la phase écrite du baccalauréat pour des cas de force majeure, objective d'ailleurs, comme une crise ou une maladie subite, la session de remplacement a démarré ce lundi matin. Le collège Sainte-Rita de Cotonou est l'unique centre retenu à cet effet. Écho avec Victorine Bandé et OSS Lazare Waimon. CEG Sainte-Rita, centre unique de composition pour la session de remplacement du bac 2025. Il est 8h ici ce lundi matin. Les candidats sont déjà en salle avec comme première épreuve le français. C'est une session de remplacement, mais les épreuves sont normales. Vous imaginez un enfant qui a été formé comme les autres tout au long de l'année pour une petite indisponibilité de 30 à 1 heure. Il ne peut pas continuer la session normale. Il est normal aussi qu'on le rappelle pour l'évaluer. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de la composition. Aucun incident n'est signalé pour l'heure. Sur les 70 candidats retenus, 17 ont répondu absents. C'est une composition normale, comme la session normale. Toutes les dispositions ont été prises, les salles bien préparées pour les accueillir. D'ailleurs, ils sont déjà en salle en train de composer. Il y a une équipe de prise en charge bien en place pour n'importe quel problème qui surviendra. La session de remplacement du bac, c'est 4 jours de composition pour les séries techniques et professionnelles et 3 jours pour les séries classiques. Les résultats seront disponibles dès vendredi. La correction des copies se fait automatiquement, juste à la fin d'une épreuve. On va parler politique à présent. À l'approche des grandes échéances électorales de 2026, les militants du parti auréolé d'arc-en-ciel affûtent leurs armes. En Assemblée générale, les militants UP, le renouveau des sous-sections de Dassa 1, Dassa 2, Kéré et Lema s'approprient les textes électoraux et des stratégies de remobilisation. Écho avec Pierrette Adin-Yossi et Canel Capot. Cette assemblée générale, la deuxième du genre pour les militants des sous-sections des arrondissements de Dassa 1, Dassa 2, Kéré et Lema, fait partie intégrante des activités planifiées par l'instance suprême du parti.
il est question pour les responsables de l'UP Le Renouveau d'outiller les membres des cellules de base sur les tests électoraux et des stratégies de remobilisation et de sensibilisation. Nous avons eu l'occasion heureuse d'expliquer de fond en comble les lois touchant au système partisan ainsi que le code électoral. Nous sommes revenus sur le militantisme et tel qu'eux-mêmes l'ont avoué, ils ne repartent pas comme ils sont venus. Cette activité a aussi prouvé à quel point la cohésion existe entre les sous-sections de la section de Dassa et à quel point les militants sont engagés. Bien évidemment, nous espérons davantage d'engagement et nous travaillons et nous travaillerons davantage à ce que l'UPR gagne plus de militants. Notre parti, l'Union progressiste Le Renouveau, est le parti le plus constitué en termes de solidité, en termes de représentativité aujourd'hui. Il le sera demain et il demeurera ainsi. Et pour que cela demeure, ça ne doit pas être une incantation, ça doit être le travail. À l'issue de la rencontre, les militants des sous-sections des arrondissements de Dassa 1, Dassa 2, Kéré et Lema ont réaffirmé leur engagement à travailler sans relâche au regard de la pertinence des résolutions prises à cette séance pour l'enracinement de leur parti. On parle santé à travers le concept de la qualité des services de santé à travers l'approche 5S Kaizen TQM. Qu'est-ce que c'est que ce concept? Eh bien, on en parle à travers des assises régionales africaines organisées pour préparer la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9. Saint-Tiche Quincon et Simon Villon nous éclairent. Ils sont venus des quatre coins du continent. Experts, décideurs, professionnels de la santé, tous réunis pour un seul combat. Repenser le système de santé africain et le rendre plus efficace, plus humain et plus durable. Le Bénin s'est beaucoup fait distinguer par la richesse de ses innovations, la diversité de ses idées dans la mise en œuvre de cette approche. Ce partage qui s'est concrétisé par les visites de terrain nous a permis de voir combien l'esprit d'équipe et la détermination de vos intervenants en santé améliorent quotidiennement l'environnement et la qualité des soins de santé dans votre honorable pays. Au cœur des discussions, l'approche japonaise 5S, associée au principe de Kaizen et au management total de la qualité, elle devient un puissant levier pour métamorphoser les environnements de soins. Avec un maître mot, ordre, propreté, amélioration continue et implication collective. Vous êtes allé visiter des hôpitaux à l'intérieur du pays. Les constats vous ont permis de vous instruire des leçons apprises. Au terme de vos travaux, vous avez pris des résolutions, vous avez formulé des recommandations qui aideront à renforcer les acquis de la première phase du programme régional de promotion de la diffusion, de l'amélioration de la qualité des services de santé par l'approche 5S Kaizen TQM. Un élan pour bâtir des services de santé plus sûrs, plus accessibles et entièrement centrés sur le patient. Au cœur des questions de santé, il y a aussi des problématiques démographiques. Justement, à quelques kilomètres de Djougou, la 36e journée mondiale de la population a eu lieu à Waké. Au menu, plusieurs activités dont l'Assemblée générale de la Commission nationale de la population. À quelle conclusion aboutit les réflexions sur les défis démographiques? Eh bien, réponse avec le directeur de cabinet du ministre d'État chargé du développement de la coordination de l'action gouvernementale à l'ASTER, à l'INSATA, au micro de Jean-Claude James. Ici même à Waké, la commission a regardé en profondeur les données de population, notamment de la commune de Waké et de tout le département de la Donga, afin de mettre en exergue et de sensibiliser sur le caractère important et déterminant des questions en lien avec la population, en lien avec la démographie. L'éducation, l'emploi de la jeunesse, de regarder le dispositif qui entoure globalement la production d'un capital humain sain
compétent et compétitif au profit de la commune de Waké. Et globalement, ce que nous retenons, c'est que des progrès importants, significatifs ont été enregistrés ici même à Waké. Les actions déjà commencées, les actions notamment de sensibilisation des populations, les décideurs au niveau local sur justement la prise en charge des questions de population. Après, les aspects qui relèvent du niveau central sont identifiés et seront discutés ultérieurement en marge du compte rendu de l'organisation de cette journée qui sera présentée au gouvernement. Écho d'affaires judiciaires, complicité détournement de deniers publics, ce sont les infractions retenues contre les nommés Yalo Hervé et Séverin Gazaro. Pour ces faits, ils sont condamnés respectivement à 5 ans et 4 ans de réclusion criminelle et 10 millions de francs CFA comme amende et aux frais. C'est le deuxième dossier inscrit au rôle de la première session criminelle de la Criette. Héloïse Winator. Plusieurs jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Hervé Yalo, 36 ans au moment des faits, et Séverin Gazaro, 31 ans, en ont fait l'amère expérience. Le premier était un employé et magasinier à la SBE de Béresengou dans la commune de Natitengou. Il a sorti frauduleusement de la centrale thermique plusieurs matériels dont plus de 1000 mètres de câbles. Les 10 matériels vendus à un prestataire de service de la société à 400 000 francs CFA et transportés dans un hôtel de la localité par un camionneur commis et payé par le nommé Séverin Gazaro, alors que les matériels dissimulés ont été évalués à plus de 10 millions de francs CFA. Interpellés et inculpés pour des faits de détournement de biens publics, les co-accusés n'ont pas nié les faits. Même à la barre, ils passent aux aveux. Hervé Yalo déclare « J'ai commis l'acte parce que j'avais des difficultés financières ». Fin de citation. Le ministère public, représenté par Karamatou et Itayo Sani, au vu des faits, a requis 10 ans d'emprisonnement, dont 7 fermes et 5 millions de dommages et intérêts. Clémence clame les avocats de la défense. Maître Emmanuel Pierre Mekwe et Urbain Soumé ont demandé à la Cour de les condamner autant qu'ils ont déjà passé en prison et aux dommages et intérêts à la hauteur du préjudice. La Cour, après en avoir délibéré, les reconnaît coupables de détournement de deniers publics et complicité de détournement de deniers publics et condamne respectivement Hervé Yalo à 5 ans de réclusion criminelle et 10 millions de francs CFA d'amende et aux frais et Séverin Gazaro à 4 ans de réclusion criminelle et 10 millions de francs CFA d'amende et aux frais. En plus, les deux accusés doivent payer solidairement 10 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser à la SBE. Séverin Gazaro, incarcéré depuis mai 2021, recouvre sa liberté dès ce soir. Quant à Hervé Yalo, il retourne en prison pour encore 8 mois. La Cour! Alors à présent vers un auteur qui nous propose un itinéraire plus glorieux de vie. Devient leader coach pour impacter le monde. Eh bien, c'est la promesse d'un ouvrage sur le leadership, son auteur Raymond Zekpa, qui entend aider tous ceux qui le désirent à réaliser leur plein potentiel pour contribuer à impacter positivement leur environnement. On va sur le film du lancement de l'ouvrage avec Alexis Kenom et Arnaud Adaya. Des pages blanches d'un livre de 200 pages qui porte les empreintes de plusieurs modèles de leadership inspirants pour la bonne santé des entreprises et celle des communautés. Ce livre, c'est plus un projet éditorial. C'est un cri du cœur, une invitation à l'action, un appel à la responsabilité. Nous vivons une époque où le monde a besoin de leaders qui savent écouter, inspirer, guider, transformer. Les leaders d'aujourd'hui et de demain doivent être des sources d'inspiration pour l'accélération de la croissance économique. Deviens leader coach pour impacter le monde est une œuvre littéraire née des observations et des réflexions d'un passionné du développement. Vous le verrez tout au long de cet ouvrage que je vous recommande vivement. Il ne parle pas d'un leadership théorique ou lointain. Il utilise des mots qui nous rapprochent de nos réalités. Mais surtout, il essaie de tracer des pistes concrètes, nourries d'exemples également. Pour moi, qui ne suis qu'un littéraire de la vieille école, j'ai du mal
à savoir ou à comprendre à quoi se rapporte le leadership qu'il évoque, sur lequel je ne peux rien dire. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. Pourquoi ce livre? Parce que le pouvoir ne suffit plus. Parce que le titre ne fait plus autorité. Parce que le monde attend autre chose qu'un chef. Il attend une présence, une voix, une vision. Il attend des leaders qui impactent durablement. Pas par la force, mais par l'accompagnement. Monsieur Zekpa est très attaché à son pays et il souhaite résolument participer activement à son développement. Devient leader coach pour impacter le monde est un livre conçu en vue d'enseigner à la jeune génération qu'on ne suit pas un leader pour ce qu'il impose, mais plutôt pour les valeurs qu'il partage. Hors du Bénin, écho de cette vague de tristesse au Nigeria qui s'apprête à inhumer son ancien président Muhammadu Buhari demain 15 juillet dans sa ville natale au Cameroun. C'est le pari présidentiel sur l'avenir avec Paul Biya, à nouveau candidat après 42 ans de pouvoir. En France, on a célébré ce 14 juillet la fête nationale avec le défilé d'une armée prête au combat. Voici les échos de l'actualité internationale. Ce lundi matin, l'atmosphère de Doha restait calme. Après l'annonce du décès de l'ancien président nigérien Muhammadu Buhari, le gouverneur de Katsina a décrété la journée fériée afin de permettre aux habitants de l'État de se recueillir. Toutefois, la plupart des commerces sont restés ouverts. Buhari a gouverné le Nigeria d'une main de fer en tant que militaire dans les années 1980 avant de se réinventer en démocrate converti et de diriger le pays le plus peuplé d'Afrique de 2015 à 2023. Il sera enterré mardi, selon les rites musulmans, dans son fief de Doha, dans le nord du pays. Le président du Cameroun déclare sa candidature à un 8e mandat après 42 ans de pouvoir. Cette annonce survient alors que le Gambia a récemment connu plusieurs défections. 2 anciens ministres ayant déjà déclaré leur candidature prévue le 12 octobre. Ma détermination à vous servir est à la mesure de l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés, a-t-il écrit dans un communiqué sur son compte X. Organisé comme une vraie opération militaire, le défilé du 14 juillet 2025 reflète la gravité des menaces pesant sur la sécurité du continent européen. Sur la prestigieuse avenue parisienne des Champs-Élysées, l'armée française a mis en valeur sa crédibilité opérationnelle et sa solidarité stratégique avec ses partenaires. Ce défilé a été marqué, entre autres, par des images marquantes du président Emmanuel Macron qui félicite Fousséinou Cissé, qui a sauvé 6 personnes de naissance. C'est un très très grand bravo. C'est un acte d'héroïsme. Je suis content que tu aies préféré dernier. Les fortes pluies de mousson qui s'abattent sur le Pakistan depuis fin juin ont causé la mort de plus de 111 personnes, dont 53 enfants, du fait d'électrocutions et de crues subites. Le Pakistan est l'un des pays du monde les plus vulnérables aux effets des changements climatiques. Ses 255 millions d'habitants subissent les effets de ces extrêmes changements climatiques de plus en plus fréquents. Le pays redoute de nouvelles intempéries dans les jours à venir. C'est la fin de ce journal. Nous vous souhaitons une paisible soirée. Merci pour votre inépuisable fidélité. Bonsoir chez vous.